Tout a déjà été écrit. C'est probablement une phrase que vous avez déjà entendue pour justifier le fait que les histoires se ressemblent et qu'il n'y a plus rien d'original, ce qui est vrai et faux à la fois. Oui, tout a déjà été écrit et c'est normal vu le nombre d'œuvres en tout genre qui existent, mais non, ça n'est pas une excuse pour un manque d'originalité car, comme en cuisine, l'important n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Ce qui aide beaucoup à ce mythe, c'est l'utilisation de gimmicks et tropes bien connus, que ce soit pour des scénarios ou des personnages. L'arc du tournoi, le comic relief, l'arc du sauvetage, la mère du protagoniste qui est morte ou qui va mourir dans le premier épisode à cause de sa coupe de cheveux, il y en a plein et les utiliser ne veut pas dire que l'histoire manque d'originalité. Comme dit plus tôt, c'est surtout la manière dont un trope va être utilisé qui va définir sa qualité, le même trope pouvant être très bon comme très mauvais dans des œuvres différentes. Mais il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, car mal l'utiliser peut amener à de plus gros problèmes par la suite. Bienvenue dans ce storytelling sur les élus et les prophéties. Pour qu'on soit tous sur les mêmes bases, on va définir élu et prophétie. On définit beaucoup de choses dans cette émission. Élu est un terme parlant de quelqu'un qui est choisi pour une tâche ou un rôle par le biais d'une élection, un choix. Bien souvent, un élu est un personnage lambda qui va, grâce à son nouveau statut, gagner en puissance, renommée et influence. Jusque-là, rien de compliqué. Une prophétie, c'est un message donné par un prophète, message qu'il a reçu d'une entité supérieure et qui décrit un événement ou une situation qui va arriver. La prophétie est similaire au foreshadowing dans leur fonction, à savoir parler du futur du récit, sauf que là où ce dernier est subtil, jouant sur des détails laissés volontairement pour que le spectateur se questionne et théorise, la prophétie est beaucoup plus brute et directe. C'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça que ça va se passer, révélant une partie du dénouement de l'intrigue si cette prophétie s'avère véridique, mais mettant donc de l'importance sur le chemin vers cet objectif. Les gimmicks d'élu et de prophétie permettent de livrer des histoires assez claires, car il y a un sentiment d'inéluctable quand l'un des deux est utilisé dans une œuvre, mais c'est aussi la plus grande faiblesse de ces gimmicks. Si on sait vers où l'histoire veut nous emmener, le dénouement n'est plus une surprise, forçant donc à écrire avec beaucoup plus d'attention et de soin tout le chemin vers ce dénouement déjà connu, mais surtout, il faut que l'existence de cette prophétie et de cet élu soit cohérente avec l'univers de base dans lequel on se trouve. Pour ça, on ne doit pas réinventer une méthode qui a fait ses preuves, on va prendre un exemple de prophétie et d'élu qui fonctionne, et un autre qui fonctionne moins ou qui fait se poser beaucoup de questions. La série Camelot reprend les légendes arthuriennes, avec la fameuse épée Excalibur coincée dans le rocher, et la légende qui dit que celui qui retirera l'épée deviendra roi de Bretagne. C'est un bordel les légendes de manière générale, il y a 20 versions différentes, je prends celle de la série. Arthur retire l'épée du rocher et gagne donc ce titre dont il va utiliser l'influence pour unifier le royaume de l'ogre sous une même bannière, accomplissant ainsi la dite prophétie en devenant le roi de tous les Bretons. Ça, on le sait dès le début de la série, car on découvre un Arthur déjà roi dans les premiers épisodes, et c'est dans la 6ème saison qu'on découvre tout son parcours pour atteindre ce statut. Mais du coup, vu qu'il a accompli la prophétie, il se passe quoi après? Eh bien, Arthur doit trouver le Graal, et cette longue quête va sérieusement mettre à mal sa mentalité par rapport à son rang de roi et la prophétie à laquelle il est lié. En effet, dans la 5ème saison, alors qu'il replante l'épée dans le rocher, le but de la manœuvre étant qu'il retourne la retirer pour rappeler qu'il est l'élu des dieux, il finit par ne pas le faire et abandonne son rôle. Ce choix scénaristique est extrêmement intéressant, car il montre un élu qui finit par abandonner sa quête, incapable de continuer car il est épuisé aussi bien physiquement que mentalement. Par cette décision, on casse le statu quo qui a été créé, ce dernier ayant déjà été mis à mal par le passé, et remet de l'enjeu auquel le spectateur ne s'attendait pas. Ce choix permettra, quand Arthur se retrouve à retirer à nouveau l'épée du rocher dans le premier film Camelot, de reprendre la prophétie là où elle s'était arrêtée, mais avec un élu changé. Il a commencé en ne sachant pas ce que serait son rôle, il a abandonné car il ne voulait plus tenir ce rôle, il est revenu car il sait qu'il doit tenir ce rôle. Ça, c'était une prophétie plutôt bien écrite et qui fonctionne, ne provoquant pas de problème majeur dans l'intrigue. Pas comme la suivante, et pour cette fois-ci, on va parler de Star Wars. Alors je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas fan de Star Wars, je ne connais pas grand chose à l'univers étendu, et je ne souhaite pas en savoir plus, car un univers étendu doit être un ajout optionnel à une œuvre principale et non une obligation pour comprendre cette dernière. On en parlera plus dans un épisode centré dessus. Dans la prélogie, les Star Wars 1 à 3 du coup, on retrouve le personnage d'Anakin Skywalker, un petit garçon vivant sur une planète recouverte de sable et qui, selon Qui-Gon Jinn, serait l'élu d'une prophétie censée ramener l'équilibre dans la Force. Il sera donc formé et entraîné à devenir un Jedi, mais des événements personnels et traumatisants vont le faire passer du côté obscur et devenir le plus grand antagoniste de l'histoire du cinéma, mais tout ça part d'une prophétie que les Jedi n'ont aucun intérêt à suivre. En général, quand on veut qu'une prophétie se réalise, c'est parce qu'elle nous est profitable, indirectement ou non, et qu'elle amènera donc à une issue positive pour nous. Le fait de protéger un enfant né en juillet qui a survécu au plus puissant des mages noirs et qui est maintenant lié à lui car il a le pouvoir de le vaincre définitivement, fait sens. Le fait d'accepter que celui qui a retiré l'épée du rocher devienne roi des Bretons, unifiant ainsi tout le royaume sous une même bannière, fait sens. Le fait d'entraîner un gamin censé ramener l'équilibre dans la Force quand ton camp est actuellement en position de domination, sous-entendant qu'il y a un déséquilibre actuellement et qu'il va tous vous fumer, ne fait pas sens. Je n'ai jamais compris cette prophétie dans Star Wars. Elle n'a jamais eu le moindre sens pour moi, et donc j'ai quand même fait l'effort de me renseigner un peu, et voilà ce que j'ai appris. Anakin n'est pas le premier élu de cette prophétie, un autre élu ayant existé avant lui et provoquant aussi la chute de l'ordre Jedi avant que ces derniers ne se reconstruisent, gardant cette prophétie existante. Cette explication vient du jeu KOTOR 2. Anakin fera pareil et détruira l'ordre Jedi, ce dernier réapparaissant
intéressant à nouveau quand Luke, son fils, décidera de le reformer. Le souci, c'est qu'ils vont refaire le même ordre à peu de choses près, donc centré sur le côté lumineux de la force, acte recréant un déséquilibre qui amènera au retour des Sith et donc au statu quo entre eux, comme théorisé par un personnage neutre par rapport à la force. Avec ces informations, cette prophétie gagne du sens et devient même tragique. Le fait qu'un premier élu n'ait pas réussi à changer les choses montre que la prophétie a échoué, condamnant ainsi la galaxie à l'arrivée d'élus successifs qui allaient tous reproduire la même erreur jusqu'au jour où l'un d'entre eux casserait ce cycle, faisant de la dite prophétie une réalité cette fois-ci. Sauf qu'ici, ce n'est jamais cité par qui que ce soit dans les films, rendant incompréhensible le fait que les Jedi veulent absolument trouver l'élu quand ce dernier est prophétisé comme le destructeur de l'ordre Jedi. Nous avons parlé de deux grosses prophéties qui changent en grande partie le monde dans lequel elles se trouvent, mais il existe aussi des prophéties à plus petite échelle. Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, il existe une prophétie pour le roi sorcier d'Angmar, un subalterne de Sauron, disant qu'aucun homme ne peut le tuer, no man can kill him, soulevant donc la question de quel être va le tuer, et c'est là qu'on va retrouver tout le génie de Tolkien, linguiste de profession. Lors de la dernière grande bataille de la saga de film, le roi sorcier affronte Éowyn et Merry, les deux réussissant à le tenir en respect jusqu'à ce qu'ils finissent en position de faiblesse et disent no man can kill me, phrase à laquelle Éowyn va répondre en retirant son casque et dire I am no man, avant de planter sa lame dans le casque du roi sorcier et le tuer. Ici, Tolkien a joué sur le fait que no man peut avoir deux sens, soit celui d'un personnage non humain, donc d'une bête potentiellement mystique, soit celui d'un personnage féminin, le deuxième cas étant le bon. Comme dit plus tôt, les prophéties jouent sur le fait de se réaliser ou non, révélant donc une partie de ce qui va arriver et jouant sur la manière dont on va arriver à ce qu'elles ont révélé. Mais ces dernières ont aussi une influence sur les relations entre les personnages, étant une justification suffisante pour forcer la création d'un groupe, alors que s'il n'y avait pas d'élus ou de prophéties, le groupe ne se serait pas formé. Les prophéties et les élus facilitent donc l'avancée du scénario et le développement des relations entre les personnages, amenant parfois à une critique comme quoi le déroulé de tout cela n'est pas naturel car forcé par un élément de scénario. Du coup, ce genre de trope est-il toujours utilisable? Bien évidemment que oui, car comme tous les tropes dans la narration, c'est le dosage des derniers qui va jouer sur sa perception pour le spectateur, mais le ton de l'œuvre va aussi avoir son importance. Une œuvre comique peut très bien surutiliser ce trope dans le but de se moquer des œuvres l'utilisant mal, là où une œuvre plus sérieuse va casser ce trope en l'utilisant comme base pour parler d'un autre sujet plus important, tout comme une œuvre peut l'utiliser simplement comme outil scénaristique pour offrir une histoire simple et pas prise de tête où le but principal est simplement de passer un bon moment. Les tropes scénaristiques sont comme des outils au départ, ils ne sont ni bons ni mauvais, permettent de créer des bases d'histoire qu'il faudra peaufiner par la suite pour ne pas créer quelque chose de fade et qui n'a aucune personnalité. Les prophéties et les élus sont des tropes qui dévoilent la fin d'une histoire, mais ce n'est pas forcément grave, car au fond, le plus important n'est pas la destination, mais le voyage, n'est-ce pas?